Donc, dans cette session, je vais contribuer par 3 ou 4 points que je vais essayer de discuter avec vous, et quelques réflexions que je vais partager avec vous. Donc, d'abord, je vais vous parler des enjeux de changement climatique au niveau global. Puis, je vais vous parler des changements climatiques au niveau de la Tunisie et du Maghreb. C'est à peu près globalement les mêmes enjeux, à part un seul enjeu qui est différent, qui est à peu près le même pour la Tunisie et le Maroc, qui est un peu différent pour l'Algérie. À part ça, c'est les mêmes enjeux. Après, on va voir quels sont les impacts attendus, chiffrés sur les systèmes agro-silvopastoraux. Après cela, je vais vous donner un peu quelques éléments de réflexion et quelques résultats relatifs à notre stratégie nationale de résilience au changement climatique. Et je pense qu'il y a les mêmes stratégies, des stratégies similaires en Algérie ou au Maroc. Et on va terminer par une conclusion. Les enjeux d'abord, au niveau global. Le premier enjeu est environnemental. Il est impossible de continuer à utiliser les ressources de la Terre au même rythme. La Mariam Khaled l'a dit. Elle a donné un chiffre. Moi, je vais vous donner d'autres chiffres. Elle vous a donné un chiffre pour 2050. Moi, je vais vous donner d'autres chiffres. Ce que je peux vous dire, c'est que... où est-ce qu'ils sont les chiffres? Ce que je peux vous dire, c'est que si toute notre planète était habitée uniquement par des malgaches, on aurait besoin uniquement de 0,67% de la planète. 32% de la planète, on ne l'aurait même pas utilisé, les ressources. Si notre planète était habitée uniquement par des Africains, on aurait besoin de 0,72% de notre planète. 28%, on n'utilise même pas. On laisse en réserve. Si elle était habitée par des Brésiliens, on aurait besoin de 0,7 planètes en plus. On a besoin de 1,7 planètes. Si notre planète était habitée par des Européens, on aurait besoin de 2,8 planètes. Si notre planète était uniquement habitée par des Américains, on aurait besoin de 5 planètes. Et le summum, là, si notre planète était habitée par des Qataris, on aurait besoin de 8 planètes. Donc, comme l'a si bien dit Mariam, on ne peut plus continuer à utiliser les ressources de notre planète au même rythme. Ça, c'est le premier enjeu fondamental. Le deuxième enjeu, c'est que les impacts du changement climatique seront sur les ressources, sur les secteurs qui sont naturellement sensibles au climat, l'agriculture, les ressources en eau, mais également des impacts indirects sur d'autres secteurs comme la santé, comme le tourisme, comme l'aménagement du territoire. Donc des impacts relativement générés et importants. Et après, dans la troisième partie, je vais vous donner quelques résultats d'impact qui sont vraiment préoccupants. Et là, c'est la conjugaison des effets de changement climatique avec d'autres facteurs comme la rareté de l'eau, etc. C'est un peu comme ce matin, lorsqu'on a parlé de la fragilité du territoire. Donc, la conjugaison du changement climatique avec la fragilité du territoire peuvent donner des impacts en cascade. Donc, au niveau environnemental, notre planète a des enjeux environnementaux importants. Le deuxième enjeu, il est économique. L'argent, c'est important. Qui va payer le coût des dommages des changements climatiques déjà observés? Sachant que une grande partie des pays en développement n'a qu'une responsabilité très limitée dans la situation actuelle. Le deuxième, qui va payer le coût de l'adaptation nécessaire? Parce qu'on doit s'adapter et l'adaptation a un coût. Qui va payer ce coût-là? Et qui va, pour essayer de limiter les changements climatiques, nous avons besoin au moins d'une transition énergétique le plus rapidement possible. Donc, qui va payer cette transition énergétique? Donc, il y a des enjeux économiques importants et je pense que c'est les enjeux les plus importants et c'est eux qui bloquent un peu
cette question des changements climatiques au niveau international. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, ça c'est le coût de l'adaptation pour l'Afrique. En 2014-2015, c'était entre 7 et 5 milliards par an. Aujourd'hui, il est à peu près de 50 milliards par an. Non, et 50 milliards par an en 2040, pardon. Et en 2040, il sera aux environs de 50 milliards par an. Donc les enjeux d'adaptation sont énormes. Là, si vous voulez avoir une idée, ça c'est si on se conforme à l'accord de Paris et que l'augmentation de la température n'est que de 2 degrés, les pertes en GDP seraient de moins de 1%. Ah, je ne dois pas toucher là. Si nous avons une policy référence avec de l'adaptation, on peut arriver à 2050 avec un coût de 4% de l'adaptation dans notre GDP au niveau de l'Afrique entière. Si on a une policy référence, mais sans adaptation, le coût sur le GDP pourrait arriver à 7%. C'est énorme. Maintenant, il y a des enjeux politiques. D'abord, est-ce que le nouveau traité sur le climat, il est juste et il est équitable entre pays, entre régions, entre peuples, entre communautés et entre générations? Je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce que d'abord, il est équitable entre les pays? Non. Il n'est pas équitable entre les régions d'un même pays. Hein? Les régions d'un même pays. Il n'est pas équitable entre les peuples et au niveau même d'une région d'un pays bien déterminé. Dans le cadre des changements climatiques, vous pouvez avoir des communautés qui peuvent être gagnants et d'autres qui peuvent être perdants. Donc, comment arriver à un traité qui soit juste et équitable pour tout ce beau monde-là? Donc, il y a aussi autre chose qui est... Comment revenir? Non, c'est pas grave. Il y a aussi autre chose. J'ai participé au COP jusqu'en 2008-2010. Après, j'ai raccroché. Parce que je pense qu'il n'y a plus vraiment intérêt maintenant. Mais lorsqu'on va à ces COP-là, il y a des politiciens, les représentants des États, il y a la société civile, il y a les businessmen, il y a les scientifiques, il y a les communautés locales, il y a tout ce beau monde-là. Vous arrivez là, dans une COP où il y a 15 000 participants. En fait, il y a 1200 diplomates et il y a 13 800 autres participants. Et c'est seulement ces 1200 diplomates qui prennent toutes les décisions. Les 13 800 là-bas, c'est des simples spectateurs. Ils arrivent le matin, ils vont dans les salles de vente, ils rentrent le soir. Comment... Ce que je me dis, c'est qu'on ne peut pas... Ce n'est pas uniquement aux diplomates et au gouvernement de lutter contre les changements climatiques. Si on veut lutter efficacement contre les changements climatiques, il faut inclure tout ce beau monde. Il y a les engagements chiffrés. Parce que avant, jusqu'à l'accord de Paris, ce qu'on se disait, c'est que c'est les pays développés qui sont responsables, ceux qui vont prendre des engagements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est vrai, moi aussi je fais partie, je suis tunisien, je fais partie d'un pays en développement et j'ai cette réflexion-là. Mais aussi, il y a une autre chose, c'est que, je vous donne un chiffre, les pays en développement, leur émission de gaz à effet de serre, dans les années 90, ça représentait à peu près 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Maintenant, ça représente dans les 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on peut faire un traité où seul 30% va prendre des réductions et les autres ne vont pas faire? On ne pourra pas le faire. Bien sûr, il faudra que chacun prenne des engagements en fonction de sa responsabilité. Mais on ne pourra pas continuer avec cette logique. Et là, c'est le nouveau
c'est la nouvelle astuce qui a été trouvée dans le cadre de l'accord de Paris. C'est ce qu'on appelle les fameux indices. Cette fois-ci, on a laissé de côté cette question d'engagement par pays, puisque ça n'a pas réussi. On est là depuis 1995, depuis la signature de la Convention, on est dans ces engagements des pays développés et ils ne les ont pas respectés. Donc on a changé. Et on a dit aux pays, voilà ce que chaque pays, que ce soit développé ou en développement, les NDC, les National Determined Contribution, la contribution nationale déterminée, elle doit contenir un engagement du pays volontaire. Le pays de manière volontaire, avec mes politiques à moi, voilà ce que je peux faire en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et de manière inconditionnelle, si vous me donnez les ressources financières nécessaires, voilà l'autre partie que je peux faire. Les inconditionnels, ce dont parlait le monsieur ce matin. Madame, je vous en suis allé. Donc on a changé de logique. Maintenant, tout le monde va participer, mais de manière conditionnelle et inconditionnelle. Le conditionnel, c'est l'engagement du pays de manière volontaire avec ses politiques nationales, et l'inconditionnel, c'est l'engagement du pays si on lui fournit les moyens, ressources financières nécessaires. Et donc, toute cette logique-là a changé et les enjeux politiques sont devenus à ce niveau-là. Et les indices doivent être actualisés chaque 5 ans. Nous sommes, les 3 pays du Maghreb, nous sommes en train de faire des indices dans ce sens-là. Je vous donne un ordre de grandeur. Pour la Tunisie, pour la Tunisie, je ne connais pas pour le Maroc, mais je sais que c'est similaire. Mais pour la Tunisie, l'engagement de la Tunisie d'ici 2030, c'est de diminuer de 15% son intensité énergétique, pas ses émissions. L'utilisation de l'énergie sur la valeur, la richesse créée. Et de manière inconditionnelle, on va ajouter 18%. C'est à peu près la même chose pour le Maroc. Pour l'Algérie, c'est un peu plus différent parce que l'Algérie a une situation un peu différente de la Tunisie et du Maroc puisque c'est un pays pétrolier. Voilà. Maintenant, je pense que je dois aller... Comment est-ce que je dois retourner en arrière? Alex, c'est bon. Voilà, c'est bon. Les enjeux de société, il y a pour les pays développés, il y a un besoin urgent d'une société moins énergivore et plus respectueuse de l'environnement. Lorsque vous parlez à un Américain, il y a 2 ans, j'étais aux États-Unis. L'Américain trouve tout à fait normal de travailler à 120 km de chez lui. Parce qu'il y a les autoroutes, maintenant il prend sa voiture, il fait 120 km par jour et il revient. Donc c'est une société particulièrement énergivore. Malgré qu'il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'initiatives par plusieurs personnes, mais ça reste toujours quand même une société énergivore. Nous, notre problème, c'est que nous avons un modèle de société, un modèle de développement qui n'est pas durable, qui n'est pas respectueux. Jusqu'à maintenant, en tant que pays en développement, nous n'avons pas créé notre propre modèle. Nous sommes toujours en train de copier. Un peu par-ci, un peu par-là. Donc, il y a un besoin, il y a des enjeux de société pour les deux. Bon, maintenant, les enjeux au niveau du Maghreb, de la Tunisie, mais également du Maghreb. Celui qui est différencié, on va le mettre à la... Je vais revenir au l'énergie. La rareté de l'eau. Tout le monde en parle. L'eau est une ressource rare et c'est un enjeu majeur pour les 3 pays du Maghreb. La frange littorale. Les 3 pays du Maghreb ont une frange littorale qui concentre l'ensemble de l'activité socio-économique et il y a un enjeu socio-économique et environnemental majeur. Et il y a, dans chacun des 3 pays, les régions intérieures, pour l'Algérie c'est les régions du sud, pour la Tunisie et le Maroc c'est les régions intérieures, qui sont beaucoup moins développées que
la partie littorale. Et donc, toutes ces populations sont particulièrement vulnérables au changement climatique. Tawa, pour les énergies fossiles, la Tunisie et le Maroc sont particulièrement dépendants des énergies fossiles et nous sommes en train d'importer, et pour vous donner un chiffre, si mes souvenirs sont bons, la subvention pour les hydrocarbures et le gaz, c'est à peu près 74% de la truc de compensation, comme on appelle, de la caisse de compensation. Donc, nous avons un enjeu économique important vis-à-vis de notre dépendance par rapport aux hydrocarbures. Pour l'Algérie, c'est différent. L'Algérie, c'est un grand producteur de pétrole. Donc, le problème n'est pas pour l'Algérie, n'est pas au niveau de la disponibilité de la ressource, mais c'est beaucoup plus au niveau d'une gestion plus durable de cette ressource-là et pour la durabilité. Voilà. Donc ça, c'est des enjeux en Tunisie, mais c'est à peu près le même au Maroc. Bon. Maintenant, je vais vous donner quelques chiffres sur les impacts attendus du changement climatique, sur les activités agro-sylvo-pastoraux. Et ces chiffres-là, je les ai pris de notre programme national d'adaptation au changement climatique. Les deux autres pays qui est en cours d'élaboration. Les deux autres pays ont également un programme national d'adaptation qui est en cours d'élaboration. Ouais. L'Algérie, j'ai participé à l'appel d'offres, mais je n'ai pas réussi. On était un bon consortium, mais on n'a pas été pris, malheureusement. Donc, les impacts. Quelques impacts chiffrés, quelques chiffres. Pour l'eau, que ce soit, ça c'est les grands quatre bassins, Extrême Nord et Majerda, Meliane et Cap-Ban, Sahel et Sabrat el-Kalbiya et le Sud. Il y a une diminution des précipitations, des apports en eau, aussi bien pour le RCP 4.5 que pour le RCP 8.5. Maintenant, vous êtes familier avec les RCP. Hein? J'ai pas entendu. Oui. Non, j'ai pas entendu. Oui. Voilà. Il faut raviver les mémoires. Voilà. Eh bien, très rapidement, à l'horizon 2050, on s'attend à une diminution de presque 30%. Et en 2100, pour le RCP 8.5, ça atteint presque 60%, ce qui est énorme. C'est, à la limite, c'est plus que préoccupant. Ça, c'est pour les ressources en eau. Maintenant, toujours pour les ressources en eau. Sachant que c'est une moyenne annuelle en plus. Voilà, c'est des moyennes annuelles. Pour les ressources en eau, actuellement en Tunisie, nous sommes aux environs de 366 mètres cubes par habitant et par an. Nos amis algériens et marocains sont un peu mieux lotis que nous. En 2050, on sera à peu près 200 mètres cubes par habitant et par an, et en 2100, on sera à 150 millions de mètres, 150 millions, pas millions, quel million, 150 mètres cubes par habitant et par an. C'est très alarmant. Sachant qu'au niveau mondial, le seuil de stress hydrique, c'est 1000 mètres cubes par habitant et par an, et le seuil de pénurie d'eau, c'est 500 mètres cubes par habitant et par an. Ça, c'est les seuils qui ont été mis en place par l'Organisation météorologique mondiale. Donc, en Tunisie, nous sommes largement au-dessous de ces seuils-là. Pour maintenant l'agriculture. Tu as touché quelque chose, là. En plus, c'est pas la bonne version, mais c'est pas grave. Une petite ouette, mais c'est pas grave. Ça, c'est l'évolution des rendements des blés durs, du blé tendre et de l'orge d'ici 2100. Et on voit que pour les trois spéculations, si bien blé dur que blé tendre que orge, il y a une diminution des rendements. Quelques chiffres. Voilà. Voilà. En 2050,
on a une diminution qui varie entre 9 et 18%. Elle est plus importante pour le blé dur. Et en 2100, c'est de l'ordre de... Elle devient préoccupante surtout pour le RCP 8.5 où elle est de l'ordre de 30% pratiquement. Maintenant pour l'oléoculture. Je connais pas, allez. Pour le rendement de l'huile d'olive. Pour le rendement de l'huile d'olive, les diminutions, c'est de l'ordre de 17% en 2050. Et il pourrait atteindre 32% en 2100. Et pour le RCP 8.5, en 2100, ça pourrait atteindre 61%. Donc les impacts sur l'huile d'olive sont plus importants que pour les céréales. Pour le pastoralisme, là. Non, c'est un numéro, ok? Pour revenir. Bon, pour le pastoralisme, là c'est pour le scénario LCP 4.5, ça c'est les variations des rendements des parcours par gouvernorat en 2050 et en 2100. Donc plus c'est rouge, plus il y a la diminution est importante et on voit qu'il y a une diminution des rendements pastoraux, surtout au niveau du région du Sahel, de Zagouan et de Gassa. Mais il y a des diminutions. Pour le LCP 8.5, c'est plus compliqué. En 2050, ça peut aller, mais en 2100, c'est catastrophique. Tout est au rouge. Allez. نرجع. هذا. Ça n'a rien de vous entendre, on a tout ce qu'on dirait d'ici 2 décennies du pays. Non, on doit travailler. En 2050, là, à gauche, tout à gauche, Ouais. la région qui s'appelle Sousa, là, elle est en rouge. Hein? C'est-à-dire que... Maintenant, les diminutions des rendements seront les diminutions de rendement seront plus importantes dans cette région-là. Après, en 2100, il y aura une amélioration, enfin avec prévision. Ouais, En orange, Ça devient de plus en plus pire. non, je parle des couleurs en orangé. Il y a une amélioration dans certaines régions et d'autres dégradations dans C'est d'autres en régions. orangé. Et l'axe, c'est vrai. C'est oui. l'axe aussi. Vous avez tout à fait raison. Peut-être que maintenant, j'ai interverti les deux cas. Ouais. Mais vous avez tout à fait raison. Il y a que ça. Elle est perspicace là. دقة الملاح. لا، لا، هذه البريسيب هذه قبل الاخرى. Ah, c'est important. C'est important. C'est ça. في القلب هذيك قبل الاخرى. 2050, il est au premier. Voilà. Oui, tout à fait. عندك بلس 2. Hein? عندها بلس 2. Bon, voilà. Dans le cadre du PNA également, je vous ai montré ça ce matin là. Oui, Ouais, oui, ouais, tout à ouais. fait. Voilà, c'est l'ancienne version, je me disais bien. J'avais enlevé. Bon, maintenant, il faut s'adapter. Donc, vous avez vu les impacts, vous avez vu les enjeux. On n'a pas d'autre solution que de s'adapter. D'abord, donc ce dont je vais vous présenter, c'est un peu quelques éléments de réflexion que j'ai pris de notre stratégie nationale de résilience au changement climatique qui a été validée en 2022. Je connais bien cette étude parce que j'ai participé à cette étude. Donc, cette stratégie de résilience au changement climatique, elle est structurée autour de 6 secteurs et de 4 secteurs transversaux. Agriculture, écosystème, pêche, eau, littoral, santé, tourisme et 4 dimensions sectorielles de l'adaptation qui sont la gouvernance, le financement, la recherche et l'innovation et les inégalités régionales et sociales. Donc c'est quand même assez étendu. Donc vous voyez l'adaptation, elle a ce côté socio-économique très très important et les axes transversaux de l'adaptation sont très très importants. Tu vois, ça c'est l'axe transversal, un autre axe. Je vais essayer de faire vite. Non, je vais essayer de faire vite. Bon,
D'abord, pour l'adaptation, et j'insiste sur ce point-là, ce qu'il nous faut, c'est une trajectoire, pas une adaptation directe. شكون اللي قال الصباح اليوم؟ لا لا. Ah oui, voilà. Voilà. La dame الصباح قالت donc il faut changer de culture. Certainement pas ça. Il faut بشوية. Il faut. Voilà. Et ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'il faut une trajectoire d'adaptation. On commence petit à petit. Il y a deux types d'adaptation. Il y a l'adaptation incrémentale et l'adaptation transformationnelle. Et l'adaptation l'adaptation incrémentale, c'est avant tout des ajustements et des mesures d'adaptation soft. Je m'en ai soft, où il n'y a pas de choses à faire. Par exemple, parfois, une loi, une réglementation, parfois une meilleure institutionnelle, une meilleure coordination institutionnelle permet de mieux s'adapter au changement climatique. Réseautage. Voilà, réseautage. Donc, il faut déjà commencer par ce qu'on appelle une adaptation incrémentale et après, et bien préparer l'environnement. Et après, lorsque c'est nécessaire, il faut passer à une adaptation transformationnelle. Donc, d'abord tenir compte des évolutions, pour tenir compte des évolutions du climat. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que la communauté internationale va réagir dans les prochaines années, il va prendre des mesures très très importantes, ce qui n'est pas le cas. Et peut-être que d'ici 2050, juste comme le jour là. Avec l'arrivée de Trump, c'est pas parti. Que d'ici 2050, les impacts du changement climatique vont diminuer. Je voudrais savoir quels sont les risques à courir si on change de culture de façon brusque. Les risques Wallahi, concrètement, je n'ai pas de réponse claire à vous donner, mais ce qu'on appelle la maladaptation. La maladaptation, par exemple, tu détruis par exemple toute une filière dans une région. C'est économique, mais ça peut être social. Tu peux détruire toute une filière dans une région. Il se peut que, par exemple, la nouvelle spéculation que vous introduisez au début, elle soit bonne, mais qu'après, par exemple, elle ne soit pas bien adaptée au sol et que le sol s'épuise rapidement. Ce que je veux dire, c'est que l'adaptation transformationnelle, il faut réfléchir avant de la faire. Sur des bases solides, voilà. Mais il y a un risque, le risque de maladaptation existe. Il y a plusieurs façons de répondre aux impacts. C'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas une seule réponse standard. Il y a plusieurs réponses qu'on peut apporter. On peut avoir des réponses techniques, on peut avoir des réponses institutionnelles, on peut avoir des réponses organisationnelles, etc. Plusieurs types de réponses qu'on peut apporter. Voilà. Je vous montre un peu notre approche pour notre stratégie nationale d'adaptation au changement climatique. Ça, on est parti de 2020. Là, ça, c'est 2035 et ça, c'est 2050. Donc, la vision 2050. On a dit que entre 2020 et 2035, c'est des impacts importants et là, des impacts très importants du changement climatique. Là, on va avoir, pour le scénario de l'Alliance, donc on va avoir des mesures d'adaptation, ajustement et sans regret, et anticipation. Et là, on va préparer l'adaptation transformationnelle. C'est un peu l'idée, l'extérieur avec les principaux partenaires. Et la technique utilisée, c'est ce qu'on appelle l'arbre à problème, l'arbre à solution. Ça veut dire on prend un thème, une activité bien déterminée, il y a un arbre à problème, on fait cet arbre à problème, et on essaie de calquer sur cet arbre à problème les solutions pour chaque impact. Je vous donne juste un exemple, mais on ne va pas rester beaucoup dessus. Chaque arbre, il vous faudra une demi-heure à lui tout seul. Mais juste, je vous montre. Pour conclure. Juste après cela, on conclut. Donc ça, c'est l'arbre à problème pour les ressources en eau. Les deux périodes, les impacts différenciés en fonction des périodes. Ça, c'est l'arbre à problème. Et pour chaque impact, on a une solution qu'on met dans l'arbre à solution.
Et une fois qu'on a cette arbre à solution, une fois qu'on a la solution, on essaie de mettre en place les mesures d'adaptation qui nous permettent d'arriver à cette solution. C'est un peu comme ça qu'on a procédé. Il ne reste plus grand-chose. Ah oui, bon, très rapidement, je vous ai dit qu'il y avait 10 axes. Je voulais juste vous montrer pour 3 axes quelques idées intéressantes. Pour la partie frange littorale, donc on avait 4 orientations stratégiques. La première, c'est mettre en place un dispositif de suivi et d'évaluation. Le deuxième, c'est renforcer les capacités physiques d'adaptation du trait de côte. La troisième, c'est préserver la biodiversité et les écosystèmes littoraux. Et la quatrième, c'est agir sur le dispositif juridique. Ça, c'est par exemple pour la partie franche côtière. Bon, pour la partie, je vais parler de ça et je vais négliger l'autre, je vais faire passer l'autre. Pour la partie tourisme, parce que j'insiste sur le tourisme, parce que notre tourisme est balnéaire et il va rester balnéaire. Le tourisme alternatif va prendre une petite place. Donc ce qu'il faut, c'est augmenter la résilience du tourisme balnéaire, améliorer surtout le service en maîtrisant l'usage et de la ressource en eau et de l'énergie, et promouvoir le tourisme alternatif en améliorant l'attractivité des territoires. Voilà. Pour les inégalités sociales et environnementales qui sont chères à notre ami, mais je vais les laisser. Pourtant, sont chères à toi. Donc ça, c'est les 4 rotations pour réduire. L'axe 10, c'était réduire les inégalités territoriales et sociales induites par le changement climatique et prévoir un développement résilient, juste et équitable. En conclusion, ce que je veux dire, c'est que même si vous n'êtes pas au courant, il existe en Tunisie, comme en Algérie, comme au Maroc, un grand nombre de stratégies. Un grand nombre. On peut avoir un exposé uniquement sur les études et les stratégies, que ce soit en Tunisie, ou en Algérie, ou au Maroc. Il y a une grande réflexion stratégique qui est faite. On est bon à les faire, jamais à l'appliquer. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est la conclusion. Ah bah c'est malin ça. Voilà. Il m'a piqué ma conclusion. Là, mais en revanche, l'appropriation est faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas la peine de dire le nom du ministère, mais lorsque on avait une mission avec un ministère déterminé, et pendant 2 ans, on courait derrière ce ministère pour lui faire sa stratégie, et une fois qu'on a terminé, lorsqu'on est parti, la stratégie n'existe plus. Une année après, c'est les gens du ministère qui m'appelaient, qui me demandaient « Est-ce que vous pouvez m'envoyer une copie de la stratégie ?» Elle est dans les tiroirs. Donc l'appropriation est faible. C'est vapeur. Ouais. L'appropriation est faible. L'ancrage institutionnel est également faible, surtout au niveau. Et ils ne sont que partiellement, l'ensemble de ces stratégies et études ne sont que partiellement mises en œuvre. Et leur intégration dans le plan de développement national accuse des retards énormes. Voilà. Merci. Merci. Vous êtes à notre ça va, juste une minute. Donc les capacités d'adaptation, ça c'est important. Les capacités d'adaptation, elles dépendent des ressources disponibles et elles dépendent du niveau de développement. Donc plus on est développé, plus on est moins vulnérable, plus on est développé, plus on dispose de meilleures capacités d'adaptation. Et la meilleure réponse qu'on peut donner au changement climatique, c'est le développement durable, mais on peut parler également de l'économie circulaire qui est une réponse très appropriée à la question des changements climatiques. Merci. Merci beaucoup.